Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Vauglin, je suis astrophysicienne au Centre de recherche astrophysique de Lyon, qui est un laboratoire de recherche hébergé sur le site historique de l'Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval. Je fais cette intervention aussi en tant que membre du collectif Astronomer for Planet Earth, qui est un collectif mondial d'astronomes professionnels qui se sent vraiment des responsabilités par rapport à la préservation de notre planète Terre. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter l'événement qui s'appelle La Nuit est belle et qui aura lieu très bientôt dans notre territoire. Sur la photo qu'on voit actuellement, on a une magnifique comète qui s'appelle la comète Neowise, qui est passée en juillet 2020, donc en plein été. Elle était visible très facilement. C'était une très belle comète et pourtant la quasi-totalité des habitants de notre planète ne l'ont absolument pas remarquée, alors qu'elle serait passée 100 ans plus tôt, elle faisait la une de tous les journaux. Pourquoi cela? Eh bien parce que la nuit sur notre planète est très difficile à trouver. Il faut s'éloigner de toutes les zones habitées pour essayer d'arriver à voir du ciel étoilé. Donc cet événement, La Nuit est belle, est une action de sensibilisation à la pollution lumineuse du ciel nocturne. Et après les éditions de 2021 et 2022, la troisième édition aura lieu le 22 septembre 2023 sur notre territoire. Alors de quoi s'agit-il? En fait, nous demandons à toutes les communes qui participent de faire une extinction totale de leur éclairage public le soir de La Nuit est belle, afin de créer une vaste zone non allumée pour essayer de montrer à tout le monde à quoi ça ressemble une vraie nuit. Et cet événement, La Nuit est belle, est fait en très étroite collaboration avec l'équipe du Grand Genève qui a créé cet événement en 2019. Alors, pourquoi faut-il éteindre? Eh bien, tout d'abord, je vais définir le terme de ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Ce terme désigne l'utilisation absolument excessive et inappropriée de la lumière artificielle, qui est en fait un facteur d'altération de l'environnement nocturne et qui a de très nombreuses nuisances que je détaillerai pour certaines tout à l'heure. Du fait de cette utilisation excessive de lumière artificielle, l'immense majorité de nos contemporains ne sont plus du tout éclairés la nuit par la lumière naturelle de la Lune ou des étoiles, parce qu'elle a été remplacée depuis très longtemps par tout l'éclairage public. Et cette utilisation de l'éclairage nocturne est souvent injustifiée par rapport aux besoins réels. Et le problème, c'est qu'elle continue d'être encore à l'heure actuelle en augmentation. On a ici une photo satellite prise depuis le ciel de la Terre vue la nuit. Et c'est une photo qui a été prise par des satellites de la NASA dans les années 70, où on commence à voir effectivement l'éclairage public qui se développe essentiellement en Europe, aux États-Unis et dans l'Asie du Sud-Est. Et si on compare par rapport à 2016, eh bien, on voit à quel point le problème s'est amplifié. Et maintenant, depuis 2016, l'éclairage public la nuit a encore augmenté. Et on voit que tous les continents sont complètement éclairés la nuit, dessinés la nuit par cette lumière artificielle. Donc, pourquoi faut-il éteindre? Eh bien, cette fois, on a fait un zoom sur l'Europe, qui montre la France, entre autres, et les pays voisins pendant la nuit, et ça démontre l'ampleur du problème.
on voit qu'il y a très peu de zones dans lesquelles il n'y a pas un éclairage qui éclaire. Je vous rappelle qu'on est en altitude, hein, c'est des photos satellites, donc on est à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et on voit cet éclairage absolument de partout. Ça révèle aussi la grande inefficacité des éclairages urbains, parce que si cet éclairage est vu depuis les satellites en orbite autour de la Terre, ça veut dire que les photons qui ont été émis au sol n'ont pas servi à éclairer le sol, mais sont partis vers l'espace et donc ont été perdus, n'ont pas été utiles pour éclairer le sol. Donc les nuisances de cette pollution lumineuse, cet éclairage intempestif et excessif, le premier, ce sont des nuisances sur la santé humaine. L'éclairage nocturne a des effets très néfastes sur ce qu'on appelle notre cycle circadien, puisque comme tout être vivant sur Terre, notre organisme est profondément adapté à cette alternance des jours et des nuits. Et depuis 50 ans, 60 ans maintenant, eh bien, la nuit n'est plus une nuit et nos cycles chronobiologiques sont perturbés parce que il y en a beaucoup qui attendent d'avoir de l'obscurité pour pouvoir faire le travail de ce qu'ils doivent faire, comme la production d'hormones et de protéines. On connaît en général le fait que trop de lumière la nuit dégrade les sécrétions de mélatonine qui conduisent à des troubles du sommeil, mais c'est loin d'être la seule perturbation, puisque l'hormone de croissance aussi est perturbée par la disparition des cycles jour-nuit, les mauvaises digestions, éventuellement même on parle à l'heure actuelle d'occurrence sur le cancer. Voilà, c'est vraiment des impacts sur la santé humaine qui sont importants, et il faut absolument éviter ce qu'on appelle les éclairages intrusifs, comme on voit sur la photo de gauche, où les personnes qui vivent et dorment, essayent de dormir derrière les volets là, ont en fait un projecteur en plein dans la chambre, avec le lampadaire qui est mal orienté en face de chez eux. La photo de droite montre la pollution lumineuse, là, qui n'est pas partie dans le ciel parce qu'elle a été bloquée par les nuages, mais ça montre depuis le sol cette quantité de photons qui part vers le ciel au lieu d'être utilisée au sol. La deuxième raison, et celle qui est la plus importante pour les astronomes, bien évidemment, c'est de pouvoir donner aux humains la possibilité de revoir le ciel étoilé. Dans la quasi-totalité des centres urbains maintenant, on ne voit plus la Voie lactée, on ne voit plus les étoiles dans le ciel. Si on est sur la place Bellecour, on aura dans les meilleures nuits au mieux une 50aine d'étoiles visibles, alors que normalement dans un ciel sombre, l'œil humain voit jusqu'à 5 à 6 000 étoiles, et dans les villes, c'est vraiment absolument pas le cas. C'est un problème qui dépasse largement le problème de l'astronomie, parce que, en fait, ne plus voir le ciel étoilé, ça veut dire que les hommes n'ont plus ce questionnement qui est venu depuis le tout début de l'humanité, de savoir, du fait de la vision régulière des objets dans le ciel, qu'est-ce que c'est là-haut, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça varie, pourquoi je vois pas toujours les mêmes étoiles, pourquoi il y a des objets qui bougent dans le ciel, etc. Et l'observation du ciel nocturne a très largement contribué à faire de l'humain ce qu'il est devenu, en permettant de se poser des questions sur l'évolution du temps, la structuration de la société avec les calendriers, l'agriculture, quand est-ce que la mise en place des saisons, quand est-ce que je peux
planter, quand est-ce que je vais pouvoir récolter, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, et ça permet aussi de se poser la question de savoir notre Terre dans l'univers, où se trouve-t-elle, quelles sont ses voisines, à quelle distance elle se trouve, etc. Troisième point important des nuisances de la pollution lumineuse, c'est la dégradation de la biodiversité. La faune nocturne et la flore ont été très largement ignorées dans l'explosion d'éclairage public qu'il y a eu dans ces 50 dernières années. Et l'impact sur les êtres vivants la nuit est considérable, puisque on estime que la pollution lumineuse est la deuxième cause de disparition des insectes après les pesticides. Et tous les insectes sont concernés. On a tous vu des nuées de papillons ou d'insectes la nuit qui volent autour d'un lampadaire sans arriver à s'extraire de ce piège lumineux qui les attire. Et hélas, maintenant, on en voit de moins en moins parce que la quantité d'insectes étant tellement importante, d'insectes disparus étant tellement importante, que ces nuages d'insectes autour des lampadaires ont tendance à se raréfier. Mais les insectes ne sont pas les seuls, hein. Les chauves-souris, les oiseaux migrateurs, les mammifères sont aussi tout à fait impactés par ces éclairages intempestifs qui vont avoir deux nuisances possibles, soit un attrait qui fait que l'animal va tourner autour de cette lumière sans arriver à s'en extraire, et l'effet inverse qui est pour certains de servir de blocage. S'il y a une rue éclairée, certains animaux ne pourront pas la traverser parce que c'est quelque chose qui leur fait trop peur et ils ne passeront pas de l'autre côté. Dans un cas comme dans l'autre, ça veut dire que les animaux n'auront pas accès aux zones éventuellement d'alimentation, n'auront pas accès à des partenaires pour se reproduire, ne nourriront pas les petits non plus quand ils doivent le faire, à cause de cet éclairage qui est présent toute la nuit. Donc de très nombreux écosystèmes sont gravement déséquilibrés du fait de la disparition de la nuit. Et enfin, le quatrième gros impact négatif de la pollution lumineuse, c'est sur la consommation d'énergie. L'éclairage public correspond à une quantité considérable de kilowattheures, et donc qui dit kilowattheure dit émission d'équivalent gaz à effet de serre, CO2, gaz carbonique par an, et ça se compte en centaines de milliers de tonnes uniquement pour la France. C'est une consommation d'énergie, mais ça correspond aussi à une consommation d'argent, puisque bien évidemment cette énergie coûte cher. Et l'éclairage public représente pour des communes une part importante de leur budget, et il faut savoir qu'entre 1992 et 2010, cet éclairage public a augmenté de 90% dans le monde. Donc les astronomes n'ont pas l'intention de nous faire retourner à des conditions du Moyen-Âge. En 1992, on ne vivait pas dans des zones obscures la nuit, ni rien. Mais vraiment, on a du mal à se rendre compte à quel point l'éclairage public a augmenté et qu'il est vraiment, pour de très nombreux cas, totalement inutile. La photo qu'on revoit de l'Europe la nuit nous montre aussi que cette énergie lumineuse qui a été payée est en grande partie perdue, puisque les photons partent vers le ciel au lieu de servir à éclairer le sol. Donc, si on éteint la nuit, eh bien, on va faire des économies substantielles aussi dans les communes, puisque un éclairage correct, intelligent, efficace, permettrait d'économiser jusqu'à 30% des factures d'énergie d'une commune. Alors,
des éclairages corrects. Ils sont très faciles à trouver. Il y a 4 paramètres à prendre en compte. Ils sont donnés, schématisés dans la partie gauche, là, où on voit déjà la quantité. Le premier des paramètres à prendre en compte, c'est la quantité d'énergie. Nous avons une vision nocturne spécifique sur la rétine avec des cellules qui sont spécifiquement faites pour voir avec un éclairage moins intense que dans la journée. Donc, il est totalement inutile d'éclairer violemment la nuit. Nos yeux sont tout à fait capables de voir avec un éclairage beaucoup moins fort. Ensuite, l'orientation. L'orientation, bien évidemment, si on a une boule qui éclaire partout, eh bien, la plupart des photons ne serviront pas à éclairer le sol et seront gaspillés et perdus pour à la fois les bâtiments autour, voire le ciel. Ensuite, il y a la couleur. La couleur bleue est une couleur qui est très agressive pour l'œil. Elle correspond, étant donné le bleu du ciel et l'adaptation à nos conditions terrestres, elle correspond pour le cervelet à une information bleu égale la journée, donc on ne dort pas, donc on ne sécrète pas certaines hormones. Donc il faut absolument bannir les LED bleus et préférer des couleurs plus chaudes. Et puis il y a aussi la période d'éclairage. Il est totalement inutile de passer la nuit en gardant la lumière éclairée, que ce soit chez nous ou dans la rue. Et vous avez quelques exemples à droite de lampadaires. Alors à gauche, le lampadaire à bannir, la boule là comme ça qui éclaire partout sauf le sol. Et par contre, absolument privilégier des lampadaires qui ont des dômes au-dessus qui permettent de renvoyer cette lumière qui serait éventuellement partie vers le ciel, vers le sol, et faire en sorte que ce dôme au-dessus de l'ampoule éclaire sur un faisceau de 60 degrés le sol, et du coup le rendu au sol, c'est là qu'il sera le meilleur, puisque sur ce schéma on voit que chaque fois il y a la même intensité lumineuse, mais l'intensité de l'éclairage au sol est le meilleur avec le lampadaire de droite et le plus mauvais avec le lampadaire de gauche. Pour ce qui est des périodes d'extinction, il faut savoir que la loi existe. Il y a eu 2 arrêtés, un en 2013 et l'autre en 2018, qui réglementent les éclairages et entre autres dans tous les bâtiments de travail, les bâtiments publics, ils doivent normalement être tout éteints, et c'est pas le cas à peu près partout, au plus tard 1 heure après le départ de la dernière personne qui était présente dans le bâtiment. Et c'est vrai qu'on voit les tours, que ce soit Manhattan, mais on peut aussi aller voir du côté de la Part-Dieu ou de la Défense à Paris, il y a des tas de tours qui ne sont pas des tours d'habitation et qui restent éclairées toute la nuit. C'est complètement contraire à la loi. Pour ce qui est des commerces, parce que les magasins participent aussi à la pollution lumineuse, c'est pareil. Les commerces ont normalement l'obligation d'éteindre au minimum 1 heure à 7 heures du matin. Et en fait, l'incitation, c'est d'éteindre plutôt, comme les bâtiments publics, au plus tard 1 heure après le départ de la dernière personne dans les lieux. Quant aux illuminations touristiques, on va dire, l'éclairage de l'église ou du château fort, là aussi, c'est réglementé puisque normalement l'éclairage n'a pas le droit d'être allumé avant le coucher du soleil et il doit être éteint au plus tard à 1 heure du matin. Donc cet événement, La Nuit est belle, pour revenir à cet événement, maintenant vous aurez compris les raisons qui nous ont poussé à le faire. Donc chaque année il y a eu un thème privilégié, même si la base était la même, faire une extinction totale de l'éclairage public dans les communes qui participent. Et en 2019, le thème principal était l'astronomie. C'est un événement qui s'est produit uniquement sur le Grand Genève avec déjà 152 communes. En 2021, le thème était sur la préservation de la biodiversité. Et là, pour la première fois, 10 communes du territoire lyonnais ont participé.
En 2022, c'était 34 communes de notre territoire qui ont participé, par contre 187 communes sur le Grand Genève. Une édition qui était centrée sur les économies d'énergie. L'édition 2023 est centrée sur l'humain et la nuit, et donc va questionner à la fois les impacts négatifs de l'éclairage la nuit sur la santé humaine, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également il faut concilier ça avec la sécurité des usagers la nuit, pour faire en sorte que les gens qui se déplacent la nuit restent en sécurité. On a 30 communes actuellement qui sont engagées sur le territoire lyonnais. Toujours une extension dans les communes du parc du Haut-Jura, le Grand Genève bien évidemment qui est mastodonte là-dedans avec 184 communes. Et puis ça commence à polliniser et il y a une collègue qui a lancé La Nuit est belle sur la métropole de Lille. Alors, questionner la sécurité quand on veut éteindre la nuit, évidemment, la première question qui nous arrive, c'est oui, mais quels sont les risques? Alors d'abord, il faut arrêter quelques idées fausses. Qui dit obscurité ne dit pas forcément augmentation de la criminalité. Il faut savoir que 80% des cambriolages ont lieu de jour, parce que les cambrioleurs sont comme tout le monde, ils ont besoin de voir où ils mettent les pieds. Donc quand il fait complètement nuit, mais ils n'arrivent pas à se repérer. Il faut également savoir que statistiquement, les routes qui sont non éclairées la nuit sont moins accidentogènes que les routes éclairées. Et les accidents qui ont lieu sur ces portions-là sont moins violents que sur les routes éclairées. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, quand vous êtes dans une zone obscure, vous avez une alerte dans le cerveau qui vous dit « Attention, ce n'est pas des conditions normales, donc il faut faire plus attention ». Donc, dans les zones non éclairées, les conducteurs vont en moyenne beaucoup moins vite et sont plus attentifs, d'où la diminution des accidents. Dans les éditions principales, que ce soit dans le Grand Genève ou dans nos communes à nous, il a été porté une grande attention pour savoir si il y avait eu plus d'accidents, d'agressions, etc. Et partout, de façon absolument systématique, les retours ont été qu'il n'y a pas eu plus d'accidents, il n'y a pas eu plus d'agressions, il n'y a pas eu plus de vols pendant les nuits d'extinction de La Nuit est belle. Par contre, c'est vrai, et c'est ce qui questionne l'édition de cette année, il faut adapter nos pratiques pour arriver à partager la route sans que ça représente de danger, en particulier pour les plus vulnérables, qui sont les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes, qui doivent s'adapter pour se rendre plus visibles la nuit. Et pour cette édition, il y aura des distributions de macarons fluorescents et de badges pour mettre sur des cyclistes. Alors, un petit retour sur 2021. Vous voyez ici à gauche la carte avec en bleu foncé les communes qui ont participé, les 10 communes qui ont participé à la première édition de La Nuit est belle sur le territoire lyonnais. Les Brignette, Chaponneau, Charly, Miry, Montagny, Saint-Genis-Laval, Vourles, Vernaison, Jonage et Mézieux, avec des animations pour le public ce soir-là. Et à droite, on voit la différence d'un endroit, de 2 photos prises la veille de La Nuit est belle et le jour même, où on voit très nettement, c'est sur la commune de Saint-Genis-Laval, la différence entre les périodes d'extinction et les périodes habituelles. L'année dernière, donc 34 communes, toujours la même légende, en bleu foncé les communes qui ont participé à La Nuit est belle, et en bleu plus clair, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ce sont les communes qui pratiquent une extinction quotidienne. Donc on voit que ça s'est étendu et on voit l'extension sur d'autres territoires qui sont dans le parc du Haut-Jura.
Pour cette année, nous avons 30 communes qui vont participer sur le territoire du Rhône, qui vont participer à la Nuit est belle en éteignant complètement leur éclairage public. Et on voit aussi, alors il n'y a pas une augmentation considérable, c'est dommage, on le regrette, on espère que l'an prochain on augmentera davantage. Par contre, il y a une très nette augmentation des communes qui font une extinction quotidienne. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est vraiment le but. Le but, c'est pas d'éteindre une seule fois dans l'année, c'est d'arriver à une extinction quotidienne. Alors, la Nuit est belle, pour nous, ça doit être aussi ce qu'on appelle une école de la transition. Et pour cela, il faut absolument que l'ensemble des publics soient associés à cet événement pour qu'il arrive à comprendre les raisons qui nous poussent à demander cette extinction de l'éclairage public. Donc, cette soirée doit être un grand moment de fête avec de nombreuses animations qui sont proposées dans les communes qui participent. Des animations très très simples, de lecture de contes à la chandelle, de tournois de belote à la bougie, de balades à la découverte des animaux de la nuit ou des choses comme ça, repas aux chandelles dans les restaurants qui jouent le jeu. Et puis, il y a eu et il y aura encore cette année des conférences accessibles à tous, qui seront retransmises en direct le soir même de l'événement. Pour les scolaires, on a préparé aussi un petit livret qui permet de les faire travailler sur la pollution lumineuse, l'estimation de la pollution lumineuse, se rendre compte à partir d'observations de constellations qu'est-ce qui disparaît quand on met les lumières et au contraire quelles étoiles se voient mieux quand on les éteint. Et tout est expliqué dans le livret qui est disponible sur notre site. Alors, j'ai expliqué maintenant pourquoi on faisait la Nuit est belle, les multiples impacts négatifs qu'il y a sur de très nombreux organismes vivants à cause de cette pollution lumineuse, mais on peut se demander fondamentalement pourquoi faut-il diminuer notre consommation énergétique, pourquoi on ne peut pas continuer à augmenter comme ça la consommation énergétique. Bien, la première des choses, c'est qu'il faut se souvenir que si on vit sur une planète, une très jolie planète, une planète, la planète Terre, cette planète a des dimensions qui sont finies. Ben oui, ça semble évident, tout le monde sait que la Terre, elle fait 12 800 km de diamètre. Elle n'est pas extensible, c'est pas un ballon de baudruche. Le fait qu'elle ait des dimensions finies, ça implique que ses ressources sont finies aussi. Et ça, il y a énormément de gens qui oublient que si on est dans un monde fini, on a forcément des ressources finies. Les ressources ne peuvent pas être illimitées dans un monde qui est fini. Le fait que notre Terre ait des dimensions finies, les gens ont eu du mal à s'en rendre compte, parce qu'à l'échelle humaine, la Terre, ça paraît très grand. Si vous partez à pied faire le tour de la Terre, vous allez mettre un moment. Mais à partir des missions lunaires, les hommes ont commencé à prendre conscience de la petitesse de notre Terre, et en particulier cette photo prise le 24 décembre 1968 par Apollo 8, la mission Apollo 8, qui ne s'est pas posée sur la Lune, mais qui est la première mission à avoir fait le tour de la Lune avant de revenir sur Terre, et elle a pris cette photo à gauche de la Lune. Enfin, on voit le sol de la Lune devant et se projette derrière la partie de la Terre éclairée où on voit cette petite boule, et bien on est tous là-dessus. Et cette petite boule sur laquelle on est tous, ça a été encore plus évident en 1990 quand la sonde Voyager 1, qui partait pour faire l'exploration du système solaire lointain, a pris cette photo
où le petit point, le minuscule petit point à peine visible, entouré bleu, là, eh bien c'est notre Terre. C'est notre Terre. On n'est pourtant pas très loin, hein, on est à 10 milliards de kilomètres de la Terre. 10 milliards de kilomètres de la Terre, c'est à peine au-delà de Pluton. C'est ce que Carl Sagan a appelé the pale blue dot, le pâle petit point bleu. Et là vraiment, on se rend compte que on a une planète qui effectivement n'est pas interchangeable. On n'a pas de planète B à proximité. Donc, le fait que c'est pour essayer de vous faire prendre conscience de ce que ça veut dire que nos ressources sont limitées, je vais prendre le point de vue d'un économiste. Vous avez, je pense, toutes et toutes entendu les politiques en particulier dire et répéter qu'il faut de la croissance. Il faut de la croissance, il faut de la croissance pour que notre société puisse durer, il faut de la croissance. Or, une croissance infinie dans un monde fini, c'est absolument impossible. Ce n'est pas possible parce que, je vous ai dit, et je le répète, je le martèle, les ressources dans un monde fini sont finies elles aussi. Or, depuis la révolution industrielle, depuis à peu près 1850, la croissance économique mondiale a quasiment doublé, été multipliée par un facteur 2 tous les 17 ans. Bon, multiplié par un facteur 2 tous les 17 ans, vous allez me dire, ouais bon d'accord, c'est pas énorme. On va essayer de prendre conscience de ce que signifie être multiplié par 2. Si on prend une feuille de papier, je n'ai pas sous la main, mais vous voyez une feuille de papier, c'est pas épais, hein, 1/10 de millimètre d'épaisseur, 0,1 mm d'épaisseur. À votre avis, combien de fois faudra-t-il plier cette feuille de papier pour atteindre une épaisseur qui représente la distance Terre-Lune, qui est en moyenne de 384 000 km. À votre avis, combien de fois faut-il le plier? Il faut le plier 42 fois, 4200 fois, 42 millions de fois. Ben en fait, multiplié par 2 à chaque fois, donc vous pliez, la première fois que vous pliez, vous allez avoir une feuille qui va faire 0,2 mm d'épaisseur. Ensuite, vous repliez, ça va faire 0,4 mm d'épaisseur. Vous repliez encore 0,8 mm. Vous repliez encore 1,6 mm. Vous allez dire, ok, pour faire 384 000 km, on n'est pas rendu. Eh bien, en fait, il suffit de plier la feuille 42 fois pour qu'on atteigne plus que la distance Terre-Lune, puisque 0,1 mm multiplié par 2, fois 2, fois 2, fois 2, 42 fois, et bien ça fait 400 000 km. Alors oui, effectivement, on ne peut pas faire cette expérience parce qu'on ne peut pas plier une feuille de papier plus de 7 fois, et qu'on n'aurait pas suffisamment de matière dans la feuille de papier pour faire ce pliage 42 fois. Mais en expérience de pensée, on voit ce que ça signifie. Donc, cette multiplication par 2, ça montre à quel point ça va extrêmement vite. Et ces processus qui vont extrêmement vite, c'est ce qu'on appelle les processus exponentiels. Et les processus exponentiels, ils atteignent très rapidement leurs limites. Donc, depuis la croissance, depuis 1850, avec une croissance économique qui a doublé tous les 17 ans, eh bien on a affaire à une exponentielle. Et c'est une règle qui est bien connue des économistes, qu'on appelle la règle des 70, qui dit que quand vous avez quelque chose qui augmente de t% par an, eh bien en fait il est multiplié il est multiplié par 2 tous les 70 sur t années. Par exemple, si vous prenez un taux d'intérêt pour le livret A à 0,5% par an, pour multiplier votre somme épargnée sur le livret A, il faut attendre 140 ans. Donc là, bon, les banques ne craignent rien. Mais quand on double tous les 17 ans, eh bien, quand on a une croissance économique moyenne de 4% par an, ça veut dire qu'on double tous les 17 ans. Et exponentielle, encore une fois, je reviens juste un mot dessus, ça veut dire une exponentielle, ça veut dire qu'à chaque étape, quand on double, eh bien, l'étape suivante, c'est la somme de tout ce qu'on avait, c'est plus grand que la somme de tout ce qu'on avait avant. Et si on regarde la croissance économique,
Vous trouvez ça sur Internet, hein, je suis allé le chercher sur Internet. Le PIB mondial en 1900, il était mondial, hein, il était de 1100 milliards de dollars. En 2000, il était de 41 000 milliards de dollars. En 2018, 84 000 milliards de dollars. Et en 2022, le dernier chiffre que j'ai trouvé, 101 000 milliards de dollars. Au passage, vous voyez que entre 2000 et 2018, vous passez de 41 à 84. Donc oui, on a bien encore une fois doublé d'un facteur 2, donc entre 2000 et 2018. Et si on regarde plus en détail, eh bien on voit que 100% du PIB de 1900, les 1100 milliards de dollars, il ne représente que 2,6% du PIB en 2000, et il ne représente que 1% du PIB en 2020. Donc ça veut dire, quand les économistes nous disent il faut 3% de croissance, eh bien c'est plus que 3 fois la totalité du PIB de 1900. Rien que la croissance. Rien que la croissance. Alors cette croissance économique, c'est donc un phénomène nouveau hein, qui date de la révolution industrielle. Est-ce qu'il est durable? Eh ben, on voit que là vous avez le schéma qui vous donne la croissance du PIB dans les dernières années. On voit qu'il a explosé depuis les années 1950. Le problème, c'est que pour faire de la croissance, eh bien, ça veut dire qu'il faut des activités industrielles, commerciales, etc. Donc, qui dit PIB, en fait, dit consommation d'énergie. Donc, augmentation du PIB, ça veut dire augmentation de la consommation d'énergie. Or, la consommation d'énergie entraîne des émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui sont responsables de tous les problèmes du réchauffement climatique qu'on a à l'heure actuelle. Vous avez là une courbe qui vous donne les émissions totales du CO2 en fonction de la consommation de l'énergie fossile. Vous avez le charbon, le pétrole, vous avez le gaz aussi, même le ciment rajouté par-dessus. Et rajouté à cela, le collègue Aurélien Crida a remis par-dessus la variation du PIB. Et on voit que effectivement, le PIB et nos augmentations d'émissions à effet de serre, les émissions d'augmentation à effet de serre augmentent de la même façon. Le problème de l'augmentation de ces émissions à effet de serre, c'est qu'on les retrouve dans l'atmosphère. Et la quantité de gaz carbonique présent dans l'atmosphère est donnée ici, mesurée sur plus de 800 000 ans grâce à des carottages de glace dans l'Antarctique. Et on voit que ça a été, bon, il y avait des cycles, effectivement, glaciation, ère glaciaire, ère interglaciaire, etc. On était dans une ère interglaciaire, et normalement, ça devrait commencer à retomber un petit peu, sauf que les hommes sont arrivés, et la quantité de CO2 dans l'atmosphère, au lieu de varier comme elle l'a fait jusqu'à présent, eh bien, depuis 1950, elle a dépassé un seuil qui n'avait jamais été atteint avant, de 300 parties par million, ppm, c'est des parties par million, et ce taux n'avait jamais été atteint avant, d'après toutes les archives du climat qu'on a jusqu'à presque 1 million d'années. Et 1950, vous voyez après, en 2015, 2017, 2018, les augmentations de ce taux de CO2 dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on va faire si on continue à les multiplier par 2 tous les 17 ans? On va atteindre 500 parties par million en 2034, 700 en 2051. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que le système Terre, qui est un système physique, qui a ses façons de répondre à des perturbations qui sont liées aux lois de la physique, comment ça va faire? Eh bien, c'est quelque chose qui préoccupe énormément de chercheurs à l'heure actuelle dans le monde. Et il y a un groupe mené par Johan Rockström à Stockholm qui a introduit le concept des limites planétaires. Et c'est un groupe extrêmement transdisciplinaire qui fait intervenir des chercheurs de toutes disciplines
pour essayer de trouver, ils ont travaillé pendant plusieurs années pour essayer de trouver comment pouvait-on définir de façon globale l'ensemble du système Terre. Et ils ont trouvé 9 systèmes qui, d'après eux, sont les systèmes qui dirigent, qui sont responsables de comment est la Terre à l'heure actuelle. Et ces 9 limites étaient le résultat d'un ajustement depuis la création de la Terre, depuis après l'apparition de la vie, le changement de l'atmosphère dû aux premiers êtres vivants, etc. Et ces limites planétaires que vous voyez à droite, ont toutes un espace qu'il a appelé safe, sûr en français, dans lequel le développement de l'humanité est possible sans mise en danger de la vie sur Terre. Vous voyez en fait les coins vous montrent les différentes limites, et quand on est dans la phase verte, c'est que tout va bien. Et par contre, si on dépasse la limite planétaire, c'est les coins qui deviennent rouges. Et vous voyez que sur les 9 limites, il y en a 6 déjà qui sont dépassées. Et donc, ça veut dire que dans ces 6 limites-là, on est en train de faire fondamentalement varier la façon dont le système Terre était en équilibre, et que ça va entraîner forcément des perturbations profondes à l'échelle planétaire des écosystèmes du fait du dépassement de ces limites. Et le problème, c'est que les limites sont très largement interdépendantes, donc en dépasser une risque très largement d'en faire basculer d'autres. Il n'en reste plus que 3 maintenant. Et encore, la acidification des océans, on est vraiment sur la ligne droite pour la dépasser aussi, ce qui aura des conséquences considérables. Je n'ai pas le temps de développer plus ce concept de limite planétaire, mais il est extrêmement important et intéressant pour arriver à comprendre comment notre Terre va évoluer. La Terre continuera de tourner autour du Soleil, c'est une certitude, hein. Elle ne sera pas perturbée par le fait d'avoir ou pas la vie, mais pardon. Par contre, tous les organismes vivant dessus, eux, seront profondément affectés. Vous connaissez certainement le groupe intergouvernemental des experts du climat, le GIEC, qui est un groupe d'experts, de scientifiques qui se sont regroupés au niveau mondial pour travailler sur le questionnement de, voilà, on perturbe le système Terre, comment il va répondre. Et on essaye de rester, normalement on aurait voulu essayer de rester dans un réchauffement qui n'allait pas dépasser 1,5 degré par rapport à les températures moyennes avant la révolution industrielle. Et hélas, on va très très certainement dépasser ce 1,5 degré. On se dirige allègrement vers un réchauffement au moins de plus de degrés. Et ça veut dire que tous les phénomènes terrestres, comme bien évidemment l'augmentation de la température, la sécheresse, les précipitations, les phénomènes météorologiques violents, etc., vont être amplifiés à la fois en nombre et en intensité. Les sécheresses seront plus fortes, les précipitations seront plus violentes, les cyclones seront plus violents aussi, donc plus destructeurs. L'enneigement, ça, il va disparaître dans bon nombre d'endroits sur Terre au fur et à mesure qu'on augmente. Ce n'est pas une augmentation linéaire. Là aussi, les perturbations, on risque de passer à un effet de seuil qui peut avoir des conséquences considérables. Quand on passe un seuil, parfois, les systèmes physiques ont des réactions totalement différentes. Pour ce qui est des sécheresses et des phénomènes météorologiques extrêmement amplifiés,
Vous avez vu cet été, bien évidemment, l'ampleur des incendies qu'il y a eu partout sur la planète. Rien que pour le Canada, on a une augmentation de plus de 700% des incendies par rapport aux années précédentes, et avec plus de 15 millions d'hectares brûlés cet été, et les incendies ne sont pas encore tous éteints. Vous avez vu en Grèce aussi l'incendie le plus important en Europe qui s'est produit dans le nord de la Grèce, et presque tout de suite après, la Grèce a subi des inondations très violentes, des inondations catastrophiques qu'il y a actuellement en Libye. Tous ces phénomènes-là sont dus au réchauffement climatique qui est déjà en marche, et il est vraiment extrêmement important que chacun en prenne conscience, et prenne conscience qu'on peut tous à notre échelle essayer d'agir. Donc, si vous êtes convaincu qu'il faut faire quelque chose, n'hésitez pas à participer et à faire connaître cet événement La Nuit est belle. Vous avez les informations sur notre site web ou bien sur le compte Facebook. N'hésitez pas à inciter tous vos élus à rejoindre l'événement. Bon, cette année c'est peut-être un peu tard, mais dans les années qui viennent. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis on peut nous aussi ne pas passer la nuit en ayant laissé le garage allumé ou bien la salle à manger avec trois lampes qui éclairent rien du tout parce qu'on est dans nos chambres et qu'on dort. Si vous êtes commerçant, si vous avez des entreprises, pensez aussi à éteindre tous ces lieux qui n'ont pas besoin d'être éclairés la nuit. Ça conduira à des économies d'énergie vraiment importantes, pas du tout négligeables. Et bien évidemment, le but ultime de cet événement, c'est d'arriver à entraîner toutes les communes de France dans une extinction quotidienne et pas seulement une fois dans l'année. Mais là, on a vraiment très très bon espoir parce que si en moyenne en France, on est maintenant à peu près à 20% des communes qui éteignent la nuit, pour les communes qui ont participé les années antérieures à La Nuit est belle, et ben on atteint les 2/3 des communes qui éteignent ou ont pris la décision de mettre en place une extinction quotidienne. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'important pour arriver à garder notre planète Terre. Nous devons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, et il faut le faire dès à présent. Donc la croissance dont on nous rebat les oreilles, elle n'est pas durable sur une planète à dimension finie. C'est à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la Terre, c'est un phénomène qui est très récent et qui est fugace. Et comme tous les processus exponentiels, il n'est pas durable et en plus il est destructeur de la vivabilité de la Terre. Donc nous devons faire quelque chose pour pouvoir transmettre une Terre vivable à nos enfants. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu que tous à notre échelle nous pouvions faire quelque chose. Je vous remercie.